Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, dans la partie compositing. L'objectif des vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube, c'est de vous montrer comment réaliser en compositing certains effets qu'on a déjà vus en 3D. Donc ça peut être du motion blur, ça peut être du défocus comme on va voir aujourd'hui, ça peut être plein de petits effets. Et on va voir aujourd'hui, par exemple, le défocus, comment on le fait en compositing, quels sont les avantages et inconvénients en le faisant en 3D, en le faisant en compositing, dans quel cas de figure je vous conseille de l'utiliser soit d'un côté, soit de l'autre. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. L'objectif, c'est de faire l'image que vous avez sous les yeux, sachant que j'ai déjà préparé une scène, mais ça marche avec n'importe quelle scène que vous avez fait au préalable dans Blender. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est juste un scattering assez simple, avec une sorte, vous voyez, de cyclo qui remonte à la fin. Comme ça, je suis sûr d'avoir une sorte d'image qui est terminée et pas une projection infinie sur de l'alpha, ça m'aurait un petit peu embêté. J'avais exprès de mettre quelques éléments en amorce. Alors la scène n'est pas belle, c'est pas l'objectif. Là, c'est vraiment une approche technique. Comment on fait du défocus? Donc pour rappel, le défocus, c'est quoi? C'est une simulation d'une propriété physique qu'on a dans la vraie vie avec des lentilles. Tout ceci, ça peut se passer à deux niveaux dans Blender, comme beaucoup d'effets, soit directement en 3D, soit en compositing. Petit rappel, comment je fais pour le faire en 3D? Là, si je passe en mode rendu en haut à droite, je précise que je suis sur Cycles. Voilà ce que j'ai. Je n'ai pas de défocus à proprement parler, je n'ai même pas du tout. Je vais juste faire un petit truc, hop là, qui m'embête. Comme ça, je vois uniquement la vue de ma caméra. Là, je n'ai pas de défocus. Comment je peux faire pour dire à Blender? J'aimerais bien que tu me calcules une profondeur de champ en français, appelée depth of field en anglais. C'est quelque chose qui se situe juste ici, et là, c'est une propriété de la caméra. Donc, si je clique sur depth of field, par défaut, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ceci, c'est-à-dire qu'il va vous proposer une sorte de DOF plus ou moins exagérée, qui ne va pas réagir de la même manière en fonction des scènes. Pourquoi? Parce qu'il y a des pré-réglages qui sont bruts et default dans Blender. Donc ce sont les valeurs de base. À savoir, pas de focus object, une focus distance de 10 mètres et un f-stop de 2,8. Le reste, on va pas le voir aujourd'hui. Tout ça, on va aller très très vite parce qu'on l'a déjà vu. Globalement, je peux dire à Blender, tu fais le focus sur cette distance-là, sur cet asset-là, et avec un f-stop plus ou moins intense. Le f-stop, plus vous allez le réduire, et plus l'intensité de défocus avant et après la valeur du focus point va être intense. Globalement, pour faire très très simple, si je change le focus distance ici, vous allez voir que au fur et à mesure, j'ai bien Blender qui va changer mon focus. Donc imaginons que je vais faire mon focus sur un élément qui est relativement proche de ma caméra. Voilà, par exemple, la fleur en AVP, voilà, ou celle-ci là, très bien. Si je baisse mon f-stop, vous allez voir que je vais avoir uniquement cette partie-là de net. Donc elle est peut-être à 2 mètres, voilà. Uniquement cette partie-là de net. Et ce qui est avant et derrière va être très flou. Cette intensité de flou, elle peut être accentuée en baissant le f-stop. Donc si je mets un f-stop à 0,1, sinon c'est quand même trop intense, vous voyez que là j'ai uniquement un très léger liseré de net et le reste est ultra flou. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent quand on veut faire des rendus réalistes, sauf si vous faites des choses un petit peu macro. Oui, ça peut être assez intéressant. Donc je vous le montre. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement pour faire des rendus plus ou moins réalistes. Mais ça peut être sympa quand même, hein. Si vous voulez, je sais pas, shooter par exemple une fourmi qui passe au milieu de l'herbe pour accentuer cet effet de grandeur et justement de petitesse de l'élément que vous shootez, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ce qui est vraiment cool, donc je vais remettre ça à 3, je vois un petit peu plus clair. Ce qui est vraiment cool dans le défocus 3D, c'est que j'ai deux choses. J'ai le focus on object et j'ai le focus distance que j'ai édité à la main, mais que je peux très bien, je peux prendre ma pipette, prendre ma tête de singe, et automatiquement, vous allez voir, hop là, il le définit par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je déplace mon objet? On va être un petit peu déçu. On peut se dire, ok, le focus va suivre. Non, le focus ne va pas suivre. Vous voyez? C'est uniquement un outil qui permet de dire à Blender, je veux que ma focus distance ce soit à cet instant T la position de cet asset. Par contre, il n'est pas dynamique. Cependant, si vous cliquez sur le Focus on Object, cette fois-ci, si je clique ici sur ma tête de singe, quand je vais la déplacer, vous allez voir que, hop là, j'ai mon focus qui va se décaler au fur et à mesure. Donc ma tête de singe sera toujours nette. Vous voyez, si je l'approche considérablement, elle est tout le temps nette, et c'est bien ce que j'ai devant et derrière qui va être flou. Donc là, mon point de focus va être dynamique. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, notamment si vous voulez faire une animation et pas vous embêter, surtout vous embêtez pas à animer un point de focus au fur et à mesure, frame par frame. Le focus on object sert à ça. Et là, vous voyez, si je mets un f-stop à 1, par exemple, très petit, vous voyez que j'ai bien toujours ma tête de singe qui est nette et l'avant et l'arrière qui est flou. Ça, c'est la partie 3D.
Avantage, inconvénient. Le gros avantage, c'est que il n'y a pas plus précis. C'est-à-dire que vu que c'est une simulation physique basée sur la lentille et calculée au moment du rendu, l'interprétation de Cycles en l'occurrence, vous n'allez pas pouvoir avoir plus précis. L'inconvénient, c'est que c'est ultra lourd. C'est ultra lourd en termes de rendu, en termes de process. C'est-à-dire que si vous voulez rendre une séquence d'images, bah, si vous rajoutez à chaque fois, on est à peu près de l'ordre parfois du double en termes de rendu d'image entre quelque chose sans depth of field et avec depth of field. Donc c'est quand même quelque chose qui est à prendre en considération en fonction de ce que vous voulez rendre. Et le gros inconvénient également, c'est que si vous vous apercevez plus tard que vous voulez modifier quelque chose, vous devez vous retaper tout le rendu parce que le depth of field est entre guillemets collapsé, écrasé dans votre image. Et également inconvénient, vous ne pouvez pas tricher vu que c'est une propriété physique. Vous ne pouvez pas dire ouais là en fait l'avant-plan je le veux d'une certaine valeur de flou, l'arrière-plan ouais, j'aimerais bien qu'il soit plus flou, sauf que là physiquement une lentille va réagir comme ça. Donc vous ne pouvez pas véritablement tricher. Uniquement les options présentes là sont disponibles. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Blender, le depth of field, tu ne vas pas le faire sur le rendu directement, tu vas le faire après coup. Comment on fait? Pour cela, on a besoin d'activer quelque chose que j'ai déjà activé dans ma scène. Hop là, je vais le décocher. Si vous allez ici, dans le View Layer, par défaut, vous avez uniquement le Combine. Donc tout ça, ce sont, souvenez-vous, les AOV, donc les données externes présentes dans Blender, calculées au moment du moteur de rendu, par le moteur de rendu, pardon, au moment du rendu. Mais on va lui dire, je veux que tu m'exposes certaines propriétés pour que je puisse les utiliser pour mon traitement d'image. Là, en l'occurrence, on a besoin d'une chose qui est la profondeur, à savoir la depth. Des fois, ça va s'appeler Z dans le logiciel. Là, dans Blender, il s'appelle depth ici, mais dans le compositing, il y a des notes qui s'appellent Z. C'est pas vraiment homogène en termes de nomenclature, mais voilà, c'est la profondeur de mon image. Vous allez très vite voir à quoi ça ressemble. Je vais repasser en mode solide pour éviter d'avoir un double rendu. Et là, tout simplement, je vais faire F12 pour faire un rendu. Alors le rendu, je l'ai bridé à 30 secondes, sinon on peut avoir un rendu qui dure extrêmement longtemps. Et vous voyez qu'effectivement, par défaut, Blender ne fait pas de défocus. Ce qui n'est pas très beau, parce que là j'ai fait exprès de mettre des assets très dégradés en avant-plan, qui là, vous voyez, ça pique un petit peu les yeux en termes de résolution et en termes de densité de maillage, pareil à gauche. Mais l'objectif c'est ça, c'est de vous montrer qu'on va pouvoir sublimer tout ça en faisant une sorte de masque avec des gros guillemets sur mes éléments. Voilà, donc j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Et maintenant, je vais aller dans le compositor. Et je vais bien évidemment faire un nouveau. Donc là, vous voyez, par défaut, on a plein de petits presets. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un unlink. Voilà, comme ça, je supprime tout et je fais new. Et voilà ce que j'ai. J'ai bien mon image brute. Donc j'ai mon image, mon alpha, ma depth, ultra important, ça va m'intéresser, et j'ai mon groupe output et mon viewer. Tout ça, on l'a vu normalement dans la vidéo précédente qui traitait des bases du compositing, donc on va pas y revenir. Très rapidement, raccourci clavier ultra utile, CTRL-SHIFT-clic gauche qui permet de mettre dans le node viewer le nœud sélectionné. Donc en faisant plusieurs clics, il va passer de image à alpha à depth. Et regardez ce que c'est la depth. Là, normalement, vous commencez à voir potentiellement comment on va pouvoir utiliser ça. En gros, là, il a encapsulé dans une image l'indice de profondeur par rapport à ma caméra. Donc ça veut dire que les éléments qui sont proches de ma caméra vont avoir une valeur faible, traduit en couleur, c'est une valeur sombre, et les éléments qui vont être loin vont avoir une valeur élevée, traduit en couleur, un ton plus clair. Pour que tous ces traitements se fassent de manière plus rapide, je vous conseille d'aller dans Options, juste ici, et de passer en GPU. Si vous passez en CPU, toute l'interprétation nodale se fera avec le processeur. Si vous avez une bonne carte graphique, autant l'exploiter, autant l'utiliser, ça va être beaucoup plus rapide. Là, j'ai quand même un petit souci, c'est que par défaut, je pourrais utiliser ça déjà pour faire mon défocus. Mais mon problème, c'est que les valeurs ne sont pas normalisées. Normaliser les valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai potentiellement une valeur qui est, je sais pas, à 0,1, et là, je vais avoir une valeur qui est à 0,8. Normaliser la valeur, ça veut dire je prends la minimale de toutes mes valeurs et je la mets à 0. Je prends la maximale de mes valeurs et je la mets à 1. Comme ça, j'ai une bride qui n'est pas au-dessus de 0 ou de 1, enfin qui n'est pas au-dessus de 1 et qui n'est pas au-dessous de 0, et qui également n'est pas au-dessus. Donc en gros, ça veut dire que si j'ai une valeur qui est à 0,2 et une valeur qui est à 0,8, sachant que moi, mon exploitation que je veux faire c'est entre 0 et 1, ben c'est un petit peu dommage, parce que toutes ces valeurs-là, je ne vais pas les utiliser, ces valeurs-là, je ne vais pas les utiliser. Donc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clean, je vais lui dire le 0,2 devient 0, le 0,8 devient 1, et ça c'est ce qu'on appelle une normalisation de valeur. Ça marche aussi à l'inverse. Imaginons que là, j'ai une valeur qui soit à 5, ben il va prendre ma valeur à 5, et ça va devenir le nouveau 1.
Donc là, en l'occurrence, je pense pas qu'on en ait. Mais globalement, une image vaut mieux que 1000 mots. Comment ça fonctionne? Si je fais Normalize et si je clique ici, vous voyez, là, j'ai bien ma valeur minimale qui va passer à une valeur noire, à 0, et ma valeur maximale qui va passer à du 1. Et vous voyez que déjà, mine de rien, la tête de singe qu'on ne voyait pas avant, là, on va la voir. Donc ça va me permettre d'exploiter un petit peu plus correctement mon défocus. Alors ça dépend des pipelines, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend des nodes. On ne l'utilise pas forcément. Là, pour ce que je veux faire, c'est plus utile. On verra avec ou sans à quoi ça ressemble. Donc je vais rajouter un node qui s'appelle tout simplement défocus. Je vais le mettre juste ici. Et là, j'ai besoin de deux choses. Mon image, hop là, ça c'est dans le Z, c'est ma profondeur. Et mon image dans mon image. Et voilà ce que j'ai. Par défaut, pas grand chose. C'est tout à fait normal. Pourquoi j'ai pas grand chose? Parce que je dois indiquer à Blender, déjà, le coefficient de défocus. Par défaut, il est à 1. C'est pas suffisant. Donc si je clique ici et si je mets 10 par exemple, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose sur le fond. Il est devenu flou. Qu'est-ce qui se passe si je mets 50? Il devient encore plus flou. Donc là, on a l'impression qu'au Blender, il fait une sorte de dégradé de netteté. C'est exactement ce qu'il fait. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la valeur de Z et il dit OK, toutes les valeurs qui sont sombres doivent être nettes, toutes les valeurs qui sont claires doivent être floues. Donc là, globalement, il a du net à 100%, un petit peu moins net, un petit peu moins net, moins net, moins net, moins net, ce qui signifie qu'au fur et à mesure, on a du flou. Donc pour influencer tout ça, on va tout simplement utiliser un color ramp. Et ce color ramp, ça va me permettre, en bougeant les valeurs, de bouger, si j'affiche ceci, vous voyez, de bouger l'interprétation de mes couleurs, et du coup, en fonction de ça, si vous l'avez compris, la zone de flou. Donc là, je vais passer en is pour avoir un dégradé un petit peu plus sympa. Regardez déjà ce qui se passe maintenant si j'affiche ceci, et si je déplace mes nœuds. Si je déplace mes poignets, vous voyez qu'en temps réel, Blender il fait quelque chose, c'est qu'il va changer ma zone de focus. Pareil sur la partie blanche. Et là, on comprend bien, si j'inverse les poignets par exemple, ben on va avoir l'inverse, on va avoir le fond qui est net, l'avant qui est clair. Alors un découpage comme ça, un petit peu bourrin, c'est normal, c'est parce que là mes valeurs sont pas bonnes. Mais voilà, globalement, vous avez deux méthodes de travailler. Soit vous travaillez directement avec le color ramp en affichant le viewer en sortie de défocus, soit vous travaillez uniquement sur le color ramp. J'avoue que, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je préfère travailler directement sur le color ramp. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, je veux un point de focus et du flou devant et derrière. Donc ça veut dire que je vais créer, hop là, 3 poignées, 2 poignées blanches à 100%, on va les changer après, hein, comme ceci, une poignée noire à 100%, juste là. Ce qui signifie que là, l'élément qui va être noir à 100%, c'est l'élément qui va être net. Donc si je le mets par exemple ici, c'est ultra bourrin, et là ce serait l'équivalent d'un f-stop très très léger. Vous le voyez visuellement ici, déjà dans le ramp, on a une zone de net qui est très faible. Qu'est-ce qui se passe si j'affiche mon défocus? Vous voyez, j'ai uniquement ma tête de singe qui est nette, et le reste est flou. Alors c'est un petit peu bourrin ici, parce que ce genre de transition, c'est quand même relativement rare qu'on ait ça. Là, vraiment, hein, ça voudrait dire que le stop est très serré. C'est quand même un inconvénient de ce traitement en compositing, c'est que là où le défocus en 3D, c'est une propriété physique qui va arriver à faire un joli dégradé, là, vu que c'est du compositing et que c'est une analyse de pixels basée sur la profondeur, il est quand même beaucoup plus brut. Bon, c'est quand même très rare qu'on ait des défocus comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une autre poignée, juste ici, noir également, et ça va me permettre, vous voyez, de gérer une zone de net. Donc par exemple, quelque chose qui ressemble voilà, à ceci. Imaginons que là, j'ai ma netteté qui est bonne. Mais maintenant, on va changer un petit peu l'avant-plan, parce que l'avant-plan, il est ultra flou. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc je vais sélectionner cette poignée, et en glissant vers une valeur de plus en plus foncée, vous voyez que mon défocus va petit à petit se désactiver si je vais vers le noir. Mais si je mets par exemple du gris, voilà, qui ressemble à ceci, on a un défocus qui est quand même un petit peu plus sympa. Donc je vais le mettre par exemple comme ça. Lui, je vais le décaler. Peut-être que cette valeur-là, je vais un petit peu l'augmenter pour avoir un léger dégradé de défocus quand même. Sinon, on va avoir quelque chose de peut-être un petit peu trop brut. Et voilà ce que je peux obtenir très facilement en compositing. L'avantage également, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, je peux tricher. Vous voyez, j'ai la main sur tout. Si j'ai envie de faire une zone de flou et du net devant et derrière, je peux le faire. J'ai juste à prendre cette poignée-là. Cette poignée, au lieu qu'elle soit foncée, je la mets claire, comme ceci. Et je pourrais très bien ici mettre du foncé, et j'aurai du net devant et derrière l'objet. Ça, avec les propriétés physiques de base de défocus, c'est pas possible. Donc c'est un autre avantage. Donc je vais revenir sur les valeurs que j'avais tout à l'heure.
par exemple comme ceci. Et là, c'est pareil, je peux changer, par exemple, la valeur de défocus. Vous remarquez que quand j'ai un défocus très élevé, par exemple une valeur à blanc juste ici, on a ce qu'on appelle des apparitions de bokeh. Donc les bokeh, c'est des propriétés souvent qu'on a quand on a des choses très lumineuses derrière. Donc là, c'est pas lumineux, mais on a quand même un contraste de couleur. Et vous voyez qu'on va tendre vers quelque chose qui est circulaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent en photographie. Ce côté circulaire, on peut le changer. Là, par exemple, je suis en cercle, je peux passer un octogone, et vous voyez que ça me fait bien un octogone. Je peux passer, par exemple, un hexagone. Je peux passer en carré, si j'ai envie, vous voyez que ça fait des carrés. Je peux même changer, si je le souhaite, l'angle de ce dernier. Et ça va être accentué, si ici je mets par exemple 100, alors ça va être très très moche. Mais vous voyez, ça accentue encore un petit peu ceci. D'ailleurs, petit problème, je repasse en circulaire. Petit problème, c'est que là, mon défocus, il est quand même assez exagéré. Ça vient à la fois de ces valeurs-là qui sont beaucoup trop claires, mais également de ce Z-scale qui est en fait un multiplicateur de cette valeur-là. Donc là, il faut bien se dire que je suis bridé. Ici, je ne peux pas aller plus blanc que le blanc. Je ne peux pas mettre une valeur encore élevée. Donc il va multiplier à ça. Donc si je mets une valeur de 10, par exemple, oui, j'ai un défocus beaucoup plus faible, qui est du coup un peu plus réaliste. Mais du coup, je devrais éventuellement changer un petit peu ces valeurs-là pour retrouver mon flou en AVP comme j'avais tout à l'heure. Par exemple, quelque chose qui va ressembler à ça. Tac. Donc voilà, en jouant un petit peu sur toutes ces valeurs, vous pouvez normalement obtenir quelque chose comme vous le souhaitez. Donc imaginons que là, on soit satisfait. Ce qui est cool, c'est que vu qu'on est dans le compositing, on va pouvoir faire plein de traitements. Alors moi, j'aime pas trop cette découpe ici. Là. Donc cette découpe ici, vu que j'aime pas trop, je vais décaler, vous voyez, c'est très simple. J'ai juste à décaler un petit peu cette valeur-là, cette poignée, parce que cette fleur était dans la zone de focus. Je le décale un tout petit peu, voilà, jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et également, donc vous avez plein de types d'interprétations ici. Si je passe en linéaire, vous voyez que de suite on a quelque chose qui est différent. En B-spline, j'ai un autre type de dégradé. Celui-là, il est assez intéressant parce qu'il va vraiment faire le fondu le plus soft possible. On a également du constant. Alors là, attention aux yeux, ça va être ultra brut. Donc moi, je vous conseille souvent du B-spline. C'est, je pense, le mieux pour faire ce genre de choses. Donc là, on peut quand même créer plusieurs poignées si jamais je veux une valeur un petit peu plus sombre à cet endroit-là. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Donc ce qui est cool avec ça également, c'est que vu qu'on est dans le compositing, on peut très facilement drag and drop des effets. Donc souvent quand on fait du défocus, on fait une sorte d'aberration chromatique pour simuler la lentille. C'est pas forcément systématique, mais moi j'aime bien le faire. Alors il est quand même un petit peu abusé, je vais le mettre à 10. Voilà, comme ceci. Je vais juste afficher ça, parce que vous voyez ma zone de focus en fait elle est plus sur l'arrière de l'objet. Moi j'aimerais bien le rapprocher, voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Moi je préfère honnêtement travailler. Voilà, c'est quand même mieux. Je préfère travailler avec l'affichage du color ramp plutôt que la sortie des focus parce que là, c'est un petit peu pollué par toute l'image. Donc une fois que j'ai ceci, je peux par exemple faire plusieurs choses. Je vais drag and drop l'aberration chromatique que je vais mettre juste ici. Je vais mettre en lens dispersion en 0,1. Faut pas que ce soit non plus trop exagéré. Je peux également mettre, si je le souhaite, une petite vignette. Le factor, pareil, je vais mettre 0,1. Je peux un petit peu l'augmenter, mais là, je veux pas que ce soit exagéré non plus. Je peux mettre un petit peu de noise pour simuler le petit bruit qu'on peut avoir sur les pellicules. Et également, si je le souhaite, je peux changer, je trouve que mon image est un petit peu faible, je vais changer l'exposition, je vais mettre 0,3, comme ceci. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Et j'ai même le Tune Image qui est vraiment pas mal parce que lui, il permet vraiment de changer toutes les propriétés principales de mon image. Le contraste, par exemple, donc je pourrais le mettre à 3 si j'ai envie, alors ce serait un petit peu exagéré, mais au moins ça vous permet de voir ce qu'on peut faire. Color Boost, c'est globalement un petit peu la saturation, donc je vais l'augmenter un tout petit peu pour avoir quelque chose de plus coloré. Clarity, c'est une sorte de... Tout ça, normalement, vous connaissez, on l'a déjà vu. Hein. Une sorte de contraste, pareil pour les détails. Et là, je pense que... Allez, on va dire qu'on est pas mal. C'est un petit peu trop saturé. Le color boost, on va le baisser. Mais c'est pas très grave. L'objectif de la vidéo, c'était pas ça. L'objectif, c'était de vous montrer le défocus. Donc voilà comment on met à place un défocus en compositing. Le node défocus, qui a besoin de 2 entrées, l'image sur laquelle on va faire le défocus, et la passe, donc l'AOV de profondeur, sur laquelle on va faire cette dernière. Regardez si on désactive le normalize. Si on désactive le normalize, bah par défaut, il ne va pas faire grand-chose. Il faudrait que je retourne ici. Je vais carrément faire, regardez, un autre color ramp. Hop là, qui va sortir juste là. Je vais potentiellement dégager un petit peu tous les nodes. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, si je veux faire une zone de focus au centre, vu que je ne suis pas entre 0 et 1,
Ben, je vais avoir des difficultés. Alors déjà, je vais pas passer en B-spline, je vais passer en is. Je vais avoir des difficultés parce que regardez, en fait, mes valeurs, elles vont avoir tendance à ne pas être centrées sur mon image. Et il y a certaines choses que je vais pas pouvoir faire en fait. Là, vous voyez, vu que par défaut, sans normaliser la valeur, je vais être par exemple entre 0 et 500, ben, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Là, je peux pas mettre une valeur de 200 par exemple, ça marchera pas. Donc là, je vais être bridé et il y a des valeurs que je vais pas pouvoir traiter. C'est pour ça qu'on est obligé de faire un normalize. Le normalize, concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet de recentrer les valeurs dans votre espace de travail. Voilà, pour faire ultra simple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous savez faire des défocus en compositing. Petit récap, l'avantage du compositing, c'est que c'est ultra souple. Là, je peux refaire un rendu, changer des choses. Ça ne brise pas mon pipeline. C'est uniquement un traitement sur l'image finale. L'inconvénient, c'est qu'il a tendance à faire des choses de manière un petit peu plus brute. Vous voyez, si on zoom ici, là, on a des pixels qui sont pas très beaux. Alors ça vient aussi du fait que mes réglages sont un petit peu bourrins, hein. Globalement, je pourrais soit faire, par exemple, une nouvelle poignée ici qui vient gérer, hop là, mon défocus d'une manière différente. Pourquoi pas. Soit c'est déplacer un petit peu ces poignées-là pour ajuster ceci. Voilà, il y a quand même des petits inconvénients, c'est que visuellement, le rendu sera jamais aussi précis qu'un défocus fait en 3D. Par contre, il est beaucoup plus rapide. Là, vous voyez, en temps réel, j'ai mes changements. Alors que si vous voulez faire la même chose en 3D, bon courage. Très facilement également, je peux changer la position ici de mes nœuds et ça va influencer en temps réel sur mon défocus. Ça, c'est ultra sympa parce que ça permet vraiment de gérer à la main et d'avoir le plus de souplesse possible. Pareil, le fond, par exemple, je ne trouve pas assez flou, j'ai juste à décaler ce node-là, hop là, en temps réel, je peux le faire. Et surtout, je peux tricher ce que je veux. Si je veux accentuer le flou du fond avec un défocus physique de lentille, c'est quasiment impossible avec les réglages de base de Blender. Il faut passer par des plugins ou il faut faire des petites astuces pas forcément conventionnelles pour briser la physique. Si on peut retenir quelque chose, c'est ça. C'est le défocus 3D, il est basé sur de la physique, des vraies propriétés, alors que le défocus compositing, c'est du manuel, donc vous faites ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, je pense qu'on verra l'équivalent pour le motion blur, où pareil, il y a une propriété 3D de calcul qui aura les mêmes avantages et les mêmes inconvénients, et une propriété compositing, où on va récupérer des OV de vecteurs, donc qui indiquent une direction, une intensité, pour l'injecter dans un calcul de motion blur. Et je vous dis bon apprentissage à tous, et à la prochaine. Ciao, ciao, à plus.